Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Christophe, journaliste d'investigation, et il va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, curiosité. La curiosité, ce petit feu intérieur qui nous pousse à creuser, à comprendre, à aller au-delà de ce que l'on nous montre. Elle commence souvent par une question. Pourquoi ? Comment ? Et si ? Dans un monde où tout va très vite, où les réponses s'enchaînent parfois plus vite que les questions ne se posent, la curiosité est souvent perçue comme un vilain défaut. Et pourtant, c'est elle qui nous ouvre des mondes. C'est elle qui nous permet d'apprendre, de créer, de douter parfois, mais aussi de chercher un peu plus de vérité. Dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir un invité dont le métier repose entièrement sur cette quête de vérité et de compréhension. Jean-Christophe est journaliste d'investigation. Ensemble, nous allons explorer cette valeur de la curiosité souvent mal jugée, mais pourtant essentielle afin de découvrir des vérités qui éveillent les consciences. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Ouais. Tu es impatient de faire ce podcast ? Allons-y, impatient. Trop bien. Avant de commencer, je rappelle aux auditeurs et je te rappelle à toi aussi que c'est des questions qui sont ouvertes, qui sont des questions introspectives, des questions assez ouvertes. Donc si à un moment donné tu te sens pas à l'aise, n'hésite pas à me le partager, il y a aucun souci. D'accord. Super. Alors, première question de mon côté, quel est le mot que les gens utiliseraient pour te qualifier ? Ça, c'est parfois un peu compliqué. En tout cas, ce qu'on me dit devant moi, je ne sais pas ce qu'on dit dans mon dos, mais professionnellement, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'on me renvoie une image plutôt de fiabilité, de rigueur. Après, j'ai l'impression aussi que, alors, c'est pas forcément toujours positif, mais je vois bien que je donne l'image parfois de quelqu'un d'obstiné. Alors pour moi, c'est une qualité. Le fait d'être obstiné, c'est le fait d'être, d'être, comment dire. D'être aussi rigoureux et tout ça. Oui, et puis même simplement quand on a un sujet, on s'y tient et on le lâche pas. Moi, c'est quelque chose qui professionnellement m'arrive très souvent. C'est que j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. Et puis parfois ces sujets ne trouvent pas un écho auprès de mon équipe, auprès des gens pour qui je travaille. Et moi j'ai tendance à vraiment m'obstiner, parfois même m'acharner sur certains sujets. Et je pense que c'est un peu l'image que je renvoie. Après, j'espère aussi que je renvoie un peu aussi une image d'honnêteté ou de rigueur. Avec tout ça ou... Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que c'est à la fois une qualité et un défaut, mais voilà, je prends essentiellement l'aspect qualité en ce qui me concerne. T'as raison. Et je pense que par rapport au sujet qui nous occupe, on n'est pas loin, quoi. Exactement, je suis complètement d'accord. Trop cool. Qu'est-ce que tu fais justement dans la vie professionnelle pour ceux qui t'écoutent ? Alors moi, je suis journaliste. Je fais de l'audiovisuel, donc essentiellement de la télévision. Je fais des reportages de long format, des reportages qui font entre 26 et 52 minutes. En fonction de l'intérêt du sujet ou du temps qui est nécessaire pour le développer. Donc c'est ce qu'on appelle du journalisme d'investigation, qui est un terme qui est parfois un petit peu galvaudé selon moi. Voilà, c'est du journalisme d'enquête, c'est-à-dire que l'investigation, ça veut dire enquête en anglais simplement. Oui, c'est vrai. Pas beaucoup plus. Je trouve qu'il y a parfois. Quoi la différence ? Oui, mais voilà, il y a parfois aussi, je trouve, un côté un peu policier dans le côté investigation. C'est vrai. Ce qui moi n'est pas comment dire, ne me correspond pas. Je trouve qu'un journaliste c'est pas un juge, un journaliste c'est pas un policier. C'est ça. Tu risques pas d'écrire. On n'est pas non puis voilà, on n'est pas du tout ni dans un jugement. On est vraiment dans une quête de trouver une forme de vérité, de pouvoir expliquer les choses. Donc voilà, moi mon titre c'est journaliste d'investigation, je suis journaliste. Ok, trop cool. Quel est ton parcours professionnel justement ? Comment t'en es arrivé à faire ce métier-là ? Alors moi j'ai un parcours professionnel pour un journaliste qui est assez particulier, même assez inédit, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler comme preneur de son, donc comme technicien audiovisuel, un peu dans le cinéma, beaucoup à la télé. Ça a été un peu ma première approche de la télévision, c'est via les métiers techniques. Et en fait, c'est en côtoyant des journalistes, en tant que preneur de son, que j'ai vraiment eu envie de me lancer là-dedans. Je pense avoir côtoyé de grands journalistes,
Ah ouais, trop chouette. Qui en plus n'étaient pas avares de conseils, d'expliquer leur métier. Et j'ai vu beaucoup de gens passionnés aussi. Et à un moment donné, j'ai eu une opportunité de me former, une opportunité de devenir journaliste. Et donc, je suis d'abord devenu journaliste en radio pendant 6 ans. Ça, c'était vraiment aussi une très très belle période. J'ai adoré la radio. La radio, c'est vraiment un média. On est nous deux, on parle. Ouais. Il y a c'est la très voix, authentique, je trouve. Très authentique, très évocateur aussi. C'est vrai. Et alors, c'est la radio donne aux journalistes une autonomie que la télé ne lui donne pas. On peut faire de la radio presque seul, même tout seul. Oui, carrément. Un enregistreur, on fait son montage. C'est ça. Tu crées les émissions à peu près que c'est vraiment, c'est beaucoup moins lourd que l'audiovisuel, où dès qu'on rajoute l'image, qu'on rajoute éventuellement un caméraman, bon là on est dans quelque chose de plus compliqué. On est dans des grosses prods. Ouais, c'est plus complexe. Après, j'ai eu l'opportunité de décliner. J'ai fait du magazine radio. C'est quoi ça ? Donc vraiment, pendant que j'étais en radio, où je faisais vraiment des reportages quotidiens, classiques d'information quotidienne, j'ai eu l'opportunité en parallèle de faire des magazines radio, donc des longs formats en radio, ce qui devient très très rare en radio. Ça n'existe plus quasiment ça. Heureusement maintenant, les podcasts sont venus un peu au devant de la scène et sont à la mode, ce qui est une très très bonne chose. Et j'ai commencé à faire quelques reportages radio de long format. Ce qui a donné envie à certaines personnes dans des émissions de me demander de décliner ces sujets radio éventuellement en télé. Trop bien. Et donc là, j'ai mis le doigt ou le pied dans le milieu de la télé. Dans la télé, que j'avais connu comme technicien, mais jamais comme journaliste. Trop chouette. Et donc j'ai pu faire du journalisme d'enquête essentiellement judiciaire pendant aussi 5 ou 6 ans. Ok. Donc là, c'est vraiment des grosses affaires judiciaires, c'est filmer des procès, c'est... Et puis là, je traite plus des sujets de société, on va dire, depuis aussi maintenant 5 ans. Trop chouette. Voilà. Dis donc, c'est un beau parcours quand même. Trop bien. Surtout pour pas commun pour un journaliste. Non, effectivement, j'ai pas le parcours des études de journalisme. C'est ça. C'est un peu à l'ancienne en fait. Je dirais, il y a une époque où il n'y avait pas d'études de journalisme. Quand je dis une époque, il y a longtemps. Exactement. Ça se faisait vachement aux opportunités, j'imagine, ou ce genre de choses. Oui, et puis c'était souvent des gens. Alors le parcours qui consiste à passer par la technique reste quand même atypique, mais moi j'ai connu même à mes débuts, certes, il y avait énormément de journalistes parmi les plus anciens qui étaient historiens, sociologues, qui avaient fait des études de droit, qui avaient des parcours même parfois professionnels en dehors, et puis qui embrassaient la carrière de journaliste. C'est fou. Mais souvent des vocations, on voit qu'il y a souvent quand même un peu ça chevillé au corps. C'est clair, trop bien. Franchement, c'est chouette. Tu m'as parlé d'une valeur, du coup, avant qu'on fasse ce podcast, qui te tenait à cœur justement pour exercer ton métier de journaliste, c'est la curiosité. La curiosité, ça représente quoi pour toi, au juste ? Mais en fait, quand tu m'as demandé effectivement de choisir une valeur, alors on peut venir avec des choses un peu bateau, on peut dire l'honnêteté, la recherche de la vérité. Et puis je me suis dit oui, la curiosité, parce qu'en fait, je pense que c'est... Quand j'y réfléchis, je pense que c'est même ce qui m'a amené à devenir journaliste. C'est même pas forcément la qualité qui fait que je continue à l'être. Alors bien évidemment que oui. Oui, bien sûr. Et même un côté parfois un peu presque enfantin d'avoir envie de chercher, d'avoir envie de trouver des choses. C'est vrai. Et moi, je pense que la curiosité, c'est un terme qui a vraiment deux aspects. Il y a un côté curiosité. Comme on le dit parfois, la curiosité est un vilain défaut, mais c'est la curiosité qui consiste à vouloir connaître des choses qui ne nous regardent pas. Ben oui, complètement. Moi, je vois plutôt la curiosité, en tout cas dans mon état d'esprit, et ce qui est devenu mon métier, dans le fait de rester ouvert en permanence et toujours se dire, tiens, voilà, qu'est-ce que je ne connais pas ? Qu'est-ce que je pourrais apprendre ? Et alors, puisque c'est désormais mon métier, qu'est-ce que je pourrais éventuellement faire connaître à un grand public et cette curiosité, je me rends compte que c'est probablement quelque chose qui fait partie de moi. Simplement, j'ai toujours été assez avide d'apprendre, parfois même un peu obsessionnel sur certains domaines. Ouais, t'as toujours été comme ça. S'il y a des domaines musicaux, quand on est ado, on se passionne pour un domaine musical, on veut tout savoir. C'est vrai. Du savoir un peu encyclopédique comme ça. Ce qui n'a pas un grand intérêt, en tout cas professionnellement, de tout savoir, ça n'a pas d'intérêt. Non, bien sûr. Ce qui est intéressant, je trouve que cette curiosité, quand on est journaliste, c'est de se dire, ben voilà, on a envie de découvrir les choses, on a envie de les faire découvrir.
Et à un moment donné, il y a la question du pourquoi. Ouais. C'est-à-dire, voilà, on découvre quelque chose, mais pourquoi les choses sont comme ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai fait un reportage, par exemple, sur la pénurie des enseignants. Voilà, on a fait un très long format, 52 minutes sur la pénurie des enseignants. La curiosité fait que moi, j'ai des enfants qui sont à l'école et je me rends compte qu'assez régulièrement, on me dit mais le professeur de sciences n'est pas là, le professeur de langue n'est pas là. Ouais. Et donc ça, c'est un constat. Moi, en tant que journaliste, je me dis j'essaye de voir est-ce que c'est spécifiquement mon cas ou est-ce que c'est plus large. Je me rends compte que c'est beaucoup plus large et à un moment donné, se pose la question du pourquoi. On se dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans le système scolaire? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'attractivité du métier? Est-ce que les profs sont maltraités? Est-ce que voilà, c'est cette curiosité qui fait qu'on cherche d'abord les sujets qui peuvent éventuellement préoccuper les gens. Ouais. Et puis de savoir un peu pourquoi, et éventuellement même d'apporter, alors c'est pas vraiment le métier, mais peut-être d'apporter des pistes de solutions, ou de donner la parole à des gens qui essayent d'améliorer les choses. Et donc voilà, je trouvais que le mot curiosité, je trouve que c'est même assez indispensable finalement quand on est journaliste. On pourrait même dire une forme d'ouverture Oui, je suis d'accord, je trouve que c'est assez lié. De se laisser l'opportunité comment dire, de connaître ce qu'on ne connaît pas. Moi, il y a parfois certains reportages, quand je démarre une enquête, ça arrive, on va dire, 1 fois sur 3 ou 1 fois sur 4, ce sont des sujets sur lesquels je ne connais rien. Ah oui. Vraiment, je connais ce que tout le monde en connaît. Oui, c'est ça. À savoir parfois pas grand-chose. Je parlais du milieu de l'enseignement et des pénuries. Moi, je ne connais le milieu de l'enseignement que pour avoir été élève, puis parent d'élèves, et pas beaucoup plus. Et donc, cette curiosité me permet de... Voilà. Ouais, c'est le pourquoi qui te dit, OK, j'ai envie d'aller creuser voilà, ce qui se mais passe derrière. Je pense que c'est important. C'est un peu la différence entre un fait divers et une information. C'est-à-dire qu'un fait divers, on vous dit, il s'est passé ça à tel endroit, à telle heure. Ça, c'est le fait divers. Alors, je dis pas que c'est pas important de traiter les faits divers, mais je trouve que si on relate un fait divers et qu'on n'a pas quelque chose qui apporte une information en plus, c'est quelque chose qu'on oublie très vite, qui passe et qui remplit un peu d'espace. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé ça comme ça. C'est pour ça, moi, quand je faisais du journalisme d'enquête essentiellement judiciaire, on essayait justement à chaque fois de tirer des leçons de ce qui était au départ un fait divers, et de se dire, il y a une affaire judiciaire, aussi tragique soit-elle, parfois, souvent même, et de se dire, qu'est-ce que ça raconte, simplement, de la société, de l'être humain, de l'âme humaine, et d'essayer d'aller chercher un peu plus que simplement le fait divers en lui-même. Ouais, ça. C'est intéressant, du coup, ce que tu dis, en termes de curiosité, du coup, est-ce que c'est plus... la curiosité qui te mène à justement faire ce genre d'investigation, ou est-ce que c'est enfin, tu vois, il y a aussi cette notion de résultat derrière, donc comme tu disais, mettre en lumière certaines choses, donner des leçons. Toi, ce qui t'intéresse, c'est plus le processus de curiosité. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que parfois il y a même des commandes aussi, c'est-à-dire que ça peut très bien arriver. Moi, je travaille pour une équipe, donc je peux très bien répondre à une commande. C'est-à-dire qu'il y a un sujet dont on estime qu'il est dans l'air du temps, ou qui doit être traité par une émission d'enquête ou d'investigation, et donc on me confie une tâche d'enquêter sur un sujet. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont des sujets que moi je choisis, ou en tout cas qui m'ont interpellé. Alors évidemment, cette notion de curiosité, c'est pas quelque chose qui m'anime au quotidien. C'est-à-dire, mais je ne mets pas ce mot-là chaque jour, bien sûr, en me disant, j'essaye. C'est souvent des opportunités. C'est chouette. Et même souvent, c'est même extra professionnel. On se retrouve dans un contexte différent, amical, et vous avez quelqu'un qui sait parfois que vous êtes journaliste, et donc qui a parfois tendance à vous dire, ah tiens, est-ce que vous savez que... Et puis hop, vous vous dites, tiens, non, je sais pas de quoi il me parle. J'ai eu ça récemment sur une enquête que j'ai réalisée sur le milieu de l'amaigrissement et des pilules amaigrissantes très dangereuses pour la santé, où on a fait vraiment une longue enquête. Ça m'est venu de 2 endroits. Ça m'est venu d'un salon de coiffure où c'est un jeune homme qui avait pris ce type de traitement et qui l'avait rendu très malade, qui m'en parle en me disant, ça, il faudrait qu'un jour quelqu'un en parle. Donc là, vous prenez un petit numéro, vous gardez le contact. Et
la deuxième alerte sur le même sujet, c'est je vais à la pharmacie pour chercher des médicaments pour moi, pour mes enfants, je sais plus. Et c'est mon propre pharmacien qui m'interpelle sur un sujet que j'ignorais complètement. Sur une molécule en particulier qui va bientôt être interdite et qui est encore très utilisée, qui est dangereuse. Et là, en fait, c'est un peu le concept de la pelote de laine, quoi. C'est-à-dire, on vous donne un petit fil, et puis vous tirez dessus ou pas. Mais voilà, moi, il se fait que, par exemple, les sujets médicaux m'intéressent, donc je tire sur le fil, et puis après, vous vous rendez compte que plus vous tirez, plus il y a du fil, et puis 6 mois plus tard, ça devient une enquête de 40 minutes. C'est intéressant parce que du coup, là, dans ce que tu me dis, ça a l'air d'être plus la curiosité, le fait d'apprendre des choses plutôt que de les relayer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est certain que le côté relais, qu'on veut éviter souvent dans des enquêtes, c'est de faire une compile de tout ce qui existe. C'est-à-dire que c'est rarissime que vous trouviez un sujet de reportage qui n'a jamais été traité. C'est vrai. Alors ça arrive, évidemment. Ça arrive, j'espère, plusieurs fois dans une carrière, mais... L'angle, ou un scoop, enfin voilà, pour utiliser des mots un peu professionnels, mais... Ça, c'est quand même assez rare. Après, moi, je me dis, la difficulté, c'est d'apporter des éléments qui n'ont jamais été apportés. Et quand je dis compiler des infos, justement, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas enchaîner des infos en disant, voilà ce qu'on sait sur le sujet de l'amaigrissement, et on enchaîne. C'est simplement de se dire, si on additionne plusieurs connaissances qui ont pu être déjà un peu relayées à droite et à gauche, est-ce qu'on n'a pas un tableau plus grand que simplement cette petite somme, de se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire si on accumule tout ça? C'est d'essayer d'aller quand même encore un peu plus loin. Et il faut savoir que ça va être de plus en plus indispensable pour les journalistes d'enquête comme nous, parce qu'on a quand même l'IA qui pousse dans le dos. Bien sûr. Qui, elle, sait très bien faire des compiles, même mieux que moi. Donc ça veut dire que moi et mes collègues et mes confrères et consoeurs dans les sujets qu'on fait de journalisme d'enquête, on est censé plutôt être fournisseur à l'IA. C'est-à-dire qu'on est censé donner de l'info plutôt que d'être un espèce de compilateur. Je sais pas si c'est pas très français, mais moi, par exemple, à titre personnel, je sens que mon métier est menacé par l'IA, mais je me sens pas, moi, à titre personnel, menacé par l'IA, parce que j'ai l'impression que les reportages que je fais, je pourrais demander à une IA de me les faire. Moi, ce que je vais chercher, ce sont des témoignages, ce sont des gens qui incarnent, et c'est justement des informations, non pas qui n'existent pas encore, mais qui n'ont peut-être pas encore été portées à la connaissance du grand public, qui n'ont pas encore été publiées, et donc qui ne se retrouvent pas dans ce qu'une IA pourrait aller chercher. Complètement. Puis c'est la manière de relayer aussi l'information qui est différente. Par exemple, peut-être que les informations ont déjà été traitées de X ou Y manière dans des reportages ou via l'IA, peu importe. Mais c'est vrai que c'est la manière de la voir différemment qui fait aussi que on a une nouvelle information, nous, en tant que visionnaire, on va dire, de l'information. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, quoi. Mais c'est aussi l'importance de la forme. C'est de dire comment est-ce qu'on fait passer l'information. D'ailleurs, pour moi, c'est très important. Si je fais un reportage qui fait 40 minutes, ça veut dire que je vais demander à des gens en 2025, où on sait à quel point garder l'attention de quelqu'un sur la longueur, les smartphones. Et donc, et donc sur la forme, on doit aussi faire quelque chose qui va être très regardable, qui va même être peut-être un peu divertissant. Alors en gardant une rigueur journalistique qui est très importante, mais bien sûr que ça puisse être quelque chose d'agréable à regarder. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je travaille en binôme avec un réalisateur. Donc c'est la tâche, alors en dehors de maintenir une forme de narration aussi agréable. Il faut que les choses puissent s'enchaîner. Il faut que ça c'est fluide. Et que visuellement, on ait quelque chose à regarder qui soit un peu autre chose que juste une personne en face caméra. Complètement. Et en fait, c'est l'illustration. Je trouve que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on peut avoir plein d'informations. On va vous dire, tout le monde le sait, mais c'est une évidence que même on parlait de faits divers, mais de vous dire, il y a une série d'inondations dans la région de Dinan. Il y a
les dégâts sont ceux-ci, on vous fait une liste. Entre entendre ça et entendre 5 ou 6 personnes qui l'ont vécu. Exactement, ça n'a rien à voir. Ça change complètement. C'est clair. Y compris en ayant peut-être un pompier également, peut-être un responsable politique, peut-être un spécialiste qui va aussi venir dire mais oui, mais on fait n'importe quoi en termes d'urbanisme, alors voilà ce qui se passe. C'est vrai. Et en même temps, on parle de changement climatique, peut-être que ça a aussi une influence. Ouais. Il y a le fait divers, et puis il y a le fait d'aller... C'est un exemple un peu simple, mais je pense que le fait d'aller chercher des témoignages, et surtout comme nous on fait du long format, enfin moi je fais du long format, je peux me permettre d'aller chercher des témoignages qui dépassent très clairement le côté micro-trottoir. Je mets un micro sous la bouche de quelqu'un en lui posant une question vite fait, je vais avoir une réaction à chaud. Moi je peux très bien me permettre de voir les gens plusieurs fois, d'y retourner, de passer du temps avec eux, de voir s'ils sont OK ou pas, d'aller un peu plus loin dans la réflexion, d'attendre que même parfois une réflexion qui ne se serait peut-être pas faite sans que moi je les sollicite. Et simplement, essayer d'avoir un peu plus de vérité ou d'authenticité, on en parlait tout à l'heure, par rapport à ce que les gens disent. Je précise tout de suite, quand je dis les gens, je m'inclus complètement dedans. C'est-à-dire qu'il y a parfois un côté un peu eux et nous dans les médias, mais toi, moi. voilà, on est inclus dans les gens. Nous sommes des gens. Exactement. Justement, ce besoin ou cette curiosité, qu'est-ce qu'elle vient nourrir chez toi? C'est difficile à dire. Il y a au départ, je pense qu'il y avait. Alors, je pense que ça c'est peut-être un peu plus extra-professionnel. Il y a un peu une forme de satisfaction d'un savoir, je pense. C'est d'une connaissance. Que tu n'avais pas avant. Si, ça que je pense que j'ai depuis toujours. C'est une espèce de soif de connaissances, pas dans tous les domaines évidemment, mais et surtout d'échanges en fait. C'est-à-dire que quand on arrive à une connaissance assez pointue d'un sujet, c'est un peu comme quand on a lu un livre qu'on a adoré, qu'on a vu un film qu'on a beaucoup aimé. On a parfois envie d'en parler avec d'autres qui l'ont vu aussi et d'avoir cet échange-là. C'est pas quelque chose d'égoïste et d'autocentré. C'est aussi... je parlais par exemple de musique. Le fait de m'être intéressé à une certaine époque et encore un peu aujourd'hui... en allant très loin dans la connaissance de musique, en disant tiens voilà c'est en 71 que ceci a été créé, c'était le guitariste. Pour moi c'est pas tant de tout savoir que de pouvoir le partager avec d'autres, parfois de pas être d'accord avec d'autres, de pouvoir débattre. Et ce côté à la fois connaissance et puis qui peut susciter un débat, je trouve que quand on est journaliste c'est aussi ça qui est très intéressant. Moi ça m'arrive très souvent d'avoir une idée un peu préconçue d'un sujet pendant que je suis en train de le préparer. Voilà, je commence à me faire un peu un avis aussi, en me disant, voilà, j'entends tel spécialiste, j'entends des gens du terrain, j'entends parfois des témoins concernés de près par un sujet. Et puis au beau milieu du reportage, vous tombez sur une personne qui vous dit pas du tout ce que vous pensiez, qui vous ouvre... Alors c'est parfois un peu embêtant, parce qu'on est parfois déjà parti sur des rails, souvent ça chamboule une organisation... Mais moi, je trouve que c'est le mieux de ce qu'il y a dans mon métier, c'est de me confronter à quelqu'un qui me dit, vous savez, vous vous rendez pas compte à quel point vous avez tort. Et qui m'explique pourquoi. Et ça te donne une certaine ouverture d'esprit d'un côté. Je pense, en tout cas, que cette curiosité, je pense que comment dire, il faut vraiment... Les certitudes pour un journaliste, c'est un vrai problème. Faut pas garder vraiment les certitudes. Non, ça c'est dangereux même simplement parce qu'après en fait on va faire un reportage, on prend un reportage télé comme ce que je fais, et puis on essaye de faire rentrer à l'intérieur de ce carré qu'on a construit soi-même les informations telles qu'on les imagine ou telles qu'on les souhaite ou telles qu'on les pense. Je pense que ça c'est vraiment c'est un vrai danger de cadenasser un peu de cadenasser un peu les choses et puis surtout de s'éloigner de ce qu'est la réalité simplement. Complètement. Est-ce que tu as un souvenir marquant où justement ta curiosité a fait la différence dans ta carrière? Moi je me souviens quand je faisais du journalisme judiciaire,
Donc il y a les affaires judiciaires en cours. J'étais beaucoup dans les tribunaux, par exemple. Okay. Je fais beaucoup j'allais essayer de relayer des informations qu'on avait. Les tribunaux, c'est intéressant parce que c'est vraiment là où se retrouvent souvent les pires choses de la société. Mais c'est un miroir. Bon, c'est un miroir pas très glorieux joyeux, souvent, mais ouais. on en apprend beaucoup, je trouve, sur la société. C'est vrai. Et on parlait de curiosité. Ça m'est arrivé très souvent de me balader dans des tribunaux. Et par exemple, d'entendre des éclats de voix dans une salle d'audience, alors que je suis pas là du tout pour ça. Ça, moi, si j'entends un éclat de voix dans une salle d'audience, c'est sûr que je vais pousser la porte. Bien sûr. C'est ça, c'est la curiosité, elle est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais pousser la porte. Ça m'est même arrivé de pousser des portes de salles de tribunaux où il y avait un huis clos et où j'étais absolument pas autorisé à pousser cette porte. La plupart des audiences dans des tribunaux sont publiques, donc on peut pousser les portes, mais je pense que ce côté curieux, c'est un peu... je vais au tribunal pour un reportage précis, c'est pour ça que j'y vais, j'ai un but. Et puis finalement, je reste 1 heure ou 2 de plus à traîner dans des couloirs, à parler avec des avocats, à entendre des éclats de voix dans une salle d'audience. Et je sais que ça m'a mené à faire certains reportages, parfois même certains projets qui m'ont ouvert des portes incroyables. Trop bien. J'ai fait il y a quelques années un reportage qui s'appelait La Cour des miracles. Ouais. Et sur un tribunal très spécifique à Charleroi. Je sais très bien que c'est parce que je traînais là en permanence et que... Mais t'aurais pas eu cette opportunité si non, tu ou même pas c'est simplement, vous êtes dans une salle d'audience, les choses qui se disent sont pas passionnantes, je vois bien que je vais pas en faire un reportage. Bien à l'époque sûr. en radio, je parle de quand j'étais en radio. Ouais. Et puis tout à coup, vous avez un avocat qui commence à plaider. Le sujet m'intéresse toujours aussi peu, mais l'avocat commence à m'intéresser. Je sais pas pourquoi, c'est une personnalité particulière, où vous dites, tiens, là, il y a quelque chose, quoi. Donc vous attendez qu'il ait fini de plaidoirie, et puis vous dites, bon, je vais peut-être aller lui parler. Et puis une chose en enchaînant une autre, vous parlez à cette personne pendant 10 minutes, le contact passe bien, on échange des numéros de téléphone, et puis on se dit, bon, voilà, il va peut-être rien se passer. Et parfois, 6 mois plus tard, vous avez cette personne qui vous rappelle, et qui vous dit, tiens, j'ai quelque chose pour vous, c'est un sujet important, j'ai un client qui va être jugé en cour d'assises, c'est un gros dossier. Et c'est cette petite curiosité personnelle, à un moment donné. Donc oui, il y a vraiment des moments où ça a changé. Je pense que c'est ces moments où j'ai vraiment... où je me suis vraiment intéressé au milieu de la justice en traînant, en fait. C'est un peu bête à dire, mais en allant fouiner comme ça, en allant passer ma tête dans des salles. Trop chouette. Et ça, je sais que ça a vraiment changé, parce qu'à l'époque, je travaillais en radio, et ça m'a permis vraiment de me mettre le pied à l'étrier pour aller dans le magazine télé, ce qui n'est pas toujours facile, cette bascule d'un à l'autre. Complètement, c'est différent. Et oui, je pense que si on creuse un peu, c'est vraiment lié à une forme de curiosité. Et tu penses qu'il y a certaines limites, justement, à cette curiosité dans ton métier ? Je pense que déjà, là, c'est la vie privée des autres. C'est surtout ça qui est... Alors, je parlais de justice, c'est très compliqué, parce que si vous avez une cour d'assises, par exemple, il n'y a plus de vie privée. C'est-à-dire que l'accusé à la cour d'assises, vous saurez tout. Puisqu'on va fouiller ses ordinateurs, on va entendre ses proches. Donc, c'est vraiment, pour moi, la limite, c'est vraiment ça. C'est vraiment la vie privée. Et c'est d'arriver à déterminer ce qui est de la vie privée, de ce qui n'en est pas. C'est une évidence, par exemple, que des femmes ou des hommes politiques très exposés, qui parfois s'exposent eux-mêmes aussi. Et voilà, c'est un peu c'est une tendance très, très actuelle. C'est sûr que pour quelqu'un qui est très médiatique et qui s'expose, si vous avez une femme politique ou un homme politique qui accepte de faire la une d'un magazine avec son conjoint, avec ses enfants, la vie privée déjà la porte est entrouverte, même parfois grande ouverte sur la vie privée. Donc là, on est parfois un petit peu moins, un peu moins regardant, mais pour des kidams, des personnes anonymes, et qui du jour au lendemain se retrouvent exposés, parfois malgré eux. Je pense que les limites de la curiosité, c'est vraiment ça. C'est vraiment... Et toi, comment tu fais la différence, justement, dans ton travail
aller dans ton travail de tous les jours, hein, comment tu arrives à faire la différence entre je peux pas trop y aller parce qu'effectivement c'est une certaine limite de la curiosité, là je peux y aller, enfin comment vous faites en tant que journaliste justement pour évaluer ça? Alors déjà il y a des règles. Ouais. Déjà on a des règles déontologiques qui sont très strictes, c'est-à-dire que moi je suis tenu de suivre un code de déontologie journalistique de par mon employeur, mais pour tous les journalistes, le fait d'avoir une carte de presse implique que je suis tenu à respecter un code de déontologie, c'est une première chose. Ah ok. J'avoue, je connaissais pas trop. Le code de déontologie, c'est très clair. Enfin, il y a évidemment plein de règles. Le fait de ne diffuser que des informations qui ont été recoupées 2 fois, Enfin, après, il y a d'autres règles qui est le fait de ne pas être autorisé à filmer un mineur sans l'autorisation, autorisation parentale. Ouais. Enfin, c'est parfois des choses très concrètes, mais très très importantes. Mais bien sûr. Ouais. Il y a donc le code de déontologie, il y a la loi. Ouais. Je peux pas dire n'importe quoi. Ouais. La loi, il y a les notions de diffamation, les notions de, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont régies par la loi, l'incitation à la haine raciale, enfin tout ça c'est écrit dans la loi. Et un journaliste n'est pas exempt de devoir respecter ce que tout le monde, la liberté d'expression, ça a ses règles quoi. Après, il y a aussi une forme d'éthique. Donc moi, je différencie la déontologie de l'éthique, c'est-à-dire que l'éthique c'est quelque chose de personnel. Oui, c'est vrai. Ce sont des règles entre guillemets, ou en tout cas c'est quelque chose d'un peu plus moral. Et j'avoue que c'est pas tous les jours que j'y réfléchis. C'est-à-dire que par exemple, le fait de tourner des images d'une cour d'école, c'est un réflexe absolu. Je sais qu'on ne peut pas reconnaître les visages des enfants qui sont dans la cour d'école. Après, d'un point de vue plus éthique ou en tout cas plus personnel, je sais que même si on va flouter tout, je sais que je vais avoir tendance à aller avertir une directrice ou un directeur d'établissement. C'est des petites. Après, c'est du bon sens aussi, quoi. Il y a du bon sens, et puis il y a aussi je pense que le fait de travailler en binôme avec un réalisateur, ça veut dire qu'on est un peu le garde-fou l'un de l'autre, ou de temps en temps on se dit, oui mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de déraper un peu sur, justement, tu parlais de la vie privée, par exemple, c'est arrivé aussi que je filme des gens, qui soient OK qu'on les filme, et puis quand on voit le résultat au montage, on se dit, ce qu'on va montrer d'eux, ça pourrait leur attirer des petits ennuis à titre personnel. Si on les reconnaît trop, moi ça m'est arrivé, c'est assez paradoxal. Je sais que j'ai certains collègues ou confrères que ça fait bondir, mais ça m'est arrivé moi de flouter des gens qui ne me l'avaient pas demandé, en me disant parce que eux, si on les reconnaît, le lendemain matin de la diffusion à leur boulot, ça va être l'enfer. Mais ça, voilà, ce sont un peu des règles qu'on se fixe soi-même. C'est intéressant. Mais ça arrive moi, ça m'arrive très souvent de me dire que je suis parfois un petit peu obligé de protéger certaines personnes d'eux-mêmes. Ouais. À savoir que nous, on a tendance, enfin moi, c'est un de mes chevaux de bataille. Moi, j'ai tendance à essayer de m'intéresser aux sujets qui concernent les personnes les plus faibles et les éventuels abus que certaines personnes faibles peuvent subir. Je précise que personne faible, dans mon esprit, c'est tout le monde potentiellement. Oui, c'est-à-dire que chacun, à un moment de sa vie, peut être en des personnes qui ont été victimes de quelque chose d'une manière ou d'une autre. Oui, ou simplement, voilà, dans un parcours de vie, chacun a des moments de faiblesse ou pas. Je ne parle pas d'une catégorie de population, je parle de moments. Bien sûr. Et on se dit, quand on est dans un moment de faiblesse, qu'on répond à un journaliste, est-ce qu'on est complètement conscient de ce que ça va impliquer ? Du fait que le lendemain matin, vous allez faire vos courses, on vous reconnaît, vous allez au boulot, on vous reconnaît. Parfois, votre témoignage a été extrait et tourné en boucle sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, ça c'est une forme de responsabilité qu'il faut, c'est intéressant. Et comment tu fais la différence entre, parce que la curiosité, de ce que je comprends, c'est ce qui te drive, comment tu fais la différence entre ta curiosité personnelle, d'en apprendre plus sur un sujet, et la curiosité professionnelle, celle que tu dois amener, par exemple, dans un reportage ? Ça, finalement, ça se fait très simplement et presque naturellement, parce que comme ce que je fais doit aboutir à un reportage télé, c'est le but, voilà, c'est pour ça qu'on me paye, c'est mon métier. Forcément que des petites choses qui m'intéressent à titre personnel,
je veux dire, je vois tout de suite si ça pourrait potentiellement intéresser un plus grand public. Ouais, t'arrives à prendre du recul sur. Après, oui, c'est ça. Après, ça n'empêche pas que parfois, moi, j'ai parfois envie de prendre des sujets qui sont des sujets un peu plus de niche, en me disant, mais dans le futur, ce sera quelque chose d'important. Aujourd'hui, c'est très petit. Ouais. Mais donc, cette différence entre une curiosité personnelle parfois, c'est quelque chose de très personnel qui devient professionnel. Mais il faut que je puisse me dire comment est-ce que je vais traduire cet intérêt personnel en un objet audiovisuel qui va pouvoir être regardé par le plus grand nombre et intéresser un plus grand nombre. Si tu veux un exemple, je me suis intéressé aux thérapies assistées par psychédéliques. Ouais. Donc des thérapies qu'on fait pour soigner des dépressions, notamment en prenant ce qui est considéré comme de la drogue aujourd'hui, du LSD, de l'ecstasy, des champignons hallucinogènes, ce genre de choses. Au départ, c'est très clairement un intérêt personnel pour le sujet. C'est-à-dire que c'est en parlant avec des médecins, avec des psychiatres, ils me disent « Ah tiens, tu sais que en Australie, en Suisse, ils traitent des dépressions. » Et à un moment donné, ma curiosité personnelle, il y a une petite alerte en me disant tiens, et est-ce que au fait ça pourrait faire ou pas l'objet parfois cette petite alerte s'arrête tout de suite et puis et puis ça ne bascule pas dans quelque chose de professionnel, mais ici ça a été le cas et ça m'est resté en tête et c'est resté quelque chose d'une curiosité personnelle très longtemps, jusqu'au moment où à un moment donné j'ai une psychiatre que je connais qui me dit ah mais au fait il y a des études cliniques en Belgique qui commencent dans un hôpital, les thérapies assistées par psychédéliques, il y a un truc qui commence à devenir un peu concret et qui commence à devenir public et qui voilà. Alors l'intérêt du grand public pour ces thérapies n'existe pas aujourd'hui parce que c'est très méconnu. Moi, je pense que c'est éventuellement une partie de l'avenir des soins psychiatriques. Donc, voilà, il y a soit on fait des reportages sur des choses qui concernent énormément de gens déjà maintenant, et on essaye de les expliquer, de les décortiquer, de les analyser. Soit on essaye d'être un petit peu, pas en avance, mais quand même un peu en disant voilà ce qui se passe dans certaines parties du monde, voilà ce qui se passe, ce qui pourrait se passer chez nous. Sachant que très clairement, le constat de départ par rapport aux psychédéliques, c'est de dire, voilà, le postulat, c'est de dire les psychédéliques pourraient-ils soigner les dépressions ? On part aussi d'un constat qui est que les cas de dépression explosent en Belgique comme ailleurs. C'est clair. Et que ça, c'est déjà un vrai sujet de société. Donc, on a quand même quelque chose de très tangible pour le grand public, pour s'appuyer. Quoi. Qui te pousse à explorer le sujet. Et après, tu te dis, bon, ok, est-ce que ça, c'est intéressant et c'est pertinent, finalement Et puis, il y a des choses qui m'intéressent beaucoup, mais qui rentrent absolument pas dans le cadre de l'émission pour laquelle je travaille. Voilà, oui, parce que c'est pas ce cadre-là. Complètement. Enfin, je veux dire, je serais ultra passionné par un club de foot, on parlait de musique ou par je sais pas moi, un auteur de théâtre. C'est pas du tout le créneau de mon émission. Donc voilà, il y a ça aussi, il y a évidemment le débouché qui fait que il y a des choses dont je sais que ça va rester de l'ordre du privé, quoi. Exactement. Et est-ce que tu as déjà ressenti un jour que ta curiosité pouvait déranger ? Oui, ça c'est un peu, je vais pas dire que c'est le quotidien des journalistes, mais oui, forcément. Oui, forcément. C'est quand on a fait, j'ai pas d'exemple. J'ai plusieurs exemples en tête. C'est sûr que quand je parlais tout à l'heure du fait de faire un sujet sur la pénurie des enseignants. C'est sûr que s'il y a certaines choses qui vont embêter un peu les pouvoirs publics parce qu'on va leur demander des comptes, forcément, en leur disant qu'est-ce que vous faites pour tenter de régler ça. C'est ça. Quand je fais un sujet sur le business de l'amaigrissement, évidemment que ça embête ceux qui gagnent beaucoup d'argent avec ça. Donc c'est même un peu. C'est presque un peu systématique, le fait qu'à un moment donné, si on dénonce quelque chose, ou en tout cas si on porte à la connaissance du grand public un problème, une situation, un état de fait de la société, il y a forcément des gens que ça va un peu embêter à des degrés divers. Je veux dire, parfois ça embête simplement et ça vous vaut
un coup de fil un peu houleux et une petite engueulade et pourquoi pas, ça c'est quelque chose qui moi me dérange pas à titre privé et professionnel. Ou ça va devant un tribunal. Ça arrive. Oui, ça arrive moi, ça m'arrive vraiment régulièrement de devoir aller donner des comptes devant un tribunal parce que quelque chose qu'on a dit dans un reportage a déplu à une personne. C'est même une tendance un peu inquiétante. Ça arrive souvent. De plus en plus, désormais. C'est fou. Maintenant, pour partir un peu plus sur le sujet sociétal, tu m'as dit tout à l'heure, la curiosité a été un vilain défaut, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase, justement ? Mais je pense qu'on l'a dit pour les enfants. Ouais, je pense aussi. Ça reste un peu, mais je trouve que c'est vraiment un mauvais message à donner aux enfants. Ouais, je suis d'accord. En fait, c'est simplement, je suis pas idiot, je vois très bien ce qu'on veut dire quand on dit ça aux enfants. C'est quand les enfants essayent de... Et quand bien même, je trouve que en 2025, la curiosité est tout sauf un vilain défaut. C'est clair, c'est une qualité même, je trouve. Et après, je pense que ça vient aussi d'une époque où l'éducation était différente aussi simplement. Alors, je dis pas que c'était mieux ou moins bien, hein, c'est pas ça, c'était vraiment différent. Je pense qu'aujourd'hui, on peut complètement se permettre. Tu m'as dit qu'on pouvait aller sur le terrain personnel, mais moi, à titre personnel, j'ai 2 enfants. Je sais que j'ai une fille qui a tendance, par exemple, à me poser 1 milliard de questions à la minute. Ben, je réponds pratiquement à toutes les questions. Et à un moment donné, quand j'estime que c'est quelque chose qui ne la regarde pas, je lui dis pas que la curiosité est un vilain défaut. Je dis que ça la regarde pas. Parce que ce sont des affaires d'adultes, parfois parce que c'est quelque chose de privé qui ne la concerne pas. C'est ça. Je veux dire, j'imagine qu'elle comprend, en fait. Oui, bien sûr. Et puis cette notion de vie privée, elle existe aussi dans la vie courante. Exactement. Je suis d'accord. Ouais, non, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment une. Mais il faut se dire que le mot curiosité a vraiment 2 acceptions. Quoi. Il y a vraiment un côté, il y a un côté malsain, le fait de dire, il y a un côté fouineur ou. Et puis il y a simplement le côté d'ouverture d'esprit Mais dans la définition même de la curiosité, il y a les deux lignes, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça. Ça a 2 sens. C'est intéressant parce que tu vois, dans le métier de journaliste, c'est souvent un truc qui est reproché finalement, cette curiosité qu'on pourrait dire excessive parce qu'elle franchit certaines limites. Or, la curiosité est quand même parfois nécessaire pour faire avancer certains sujets, tu vois, certains sujets de société. Pour éveiller certaines consciences. Je trouve qu'il n'y a pas de tout blanc ou tout noir, tu vois. Oui, mais chez les journalistes non plus, mais pas plus que chez les coachs, pas plus que chez... Voilà, il y a évidemment des dérapages. C'est ça. Et quand on parlait de vie privée, je trouve que moi, les dérapages que je constate, alors c'est peut-être parce que j'ai un tropisme vers ça et que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais c'est vrai que je suis souvent étonné sur la vie privée. Je suis parfois étonné de voir quelqu'un dont on sait à 99,9% qu'il a fait quelque chose de vraiment pas bien et où il y a quand même encore même si c'est un doute d'un 10e de pourcent, mais et où vous avez tout de suite une photo issue de Facebook, un nom et un prénom. Je suis toujours surpris qu'on aille si vite pour donner des identités, par exemple. Mais voilà, c'est une tendance actuelle. En Belgique, on s'en sort encore pas mal, je trouve. Ça dérape encore, pas encore trop, mais ça, c'est peut-être aussi dû à mon passé de journaliste judiciaire. Je trouve que souvent la présomption d'innocence, elle prend cher, quoi. Ouais, putain, c'est clair. Parce qu'on veut aller vite, mais ça, c'est inhérent au métier de journaliste. Moi, je me souviens j'avais un confrère français qui avait traité, qui en était d'ailleurs assez choqué, qui avait traité un accident de car d'enfants qui revenaient de colonies de vacances, quelque chose comme ça. Accident tragique, des dizaines d'enfants morts, le car qui a cramé, vraiment un truc horrible. Et lui, en fait, est dépêché sur place comme journaliste à l'époque en presse écrite. Et il arrive quelques heures après les faits. Donc il est déjà un peu choqué, mais là on en est vraiment à des faits. C'est-à-dire que, hormis le fait de dire c'est des enfants de telle école, de tel village, c'est à tel endroit, il était telle heure.
évidemment qu'on ne sait rien des circonstances. Bien sûr. Et dès le lendemain matin, le rédacteur en chef de ce confrère lui dit quelles sont les hypothèses? Est-ce que le chauffeur s'est endormi? Est-ce que... Il dit, il va falloir des mois peut-être d'enquête pour déterminer ce qui s'est passé. Et pourtant, on n'en était pas encore, c'est une anecdote qui date un peu, on n'en était pas encore à cette frénésie avec les chaînes d'infos continues, et on n'était pas encore vraiment là-dedans, mais d'emblée, et mon confrère me dit à un moment donné, il me dit, je croise un autre collègue journaliste qui est sur le terrain et qui dit, il dit, moi je me demande s'il n'était pas en train de changer un DVD et qu'il était en train de mettre un DVD pour les gamins, et en changeant le DVD, il a été inattentif, et on se dit, mais à moins de 24 heures d'un accident... Comment tu peux déterminer ça? Et est-ce qu'on pourra le savoir? Le problème, c'est d'être dans une société qui veut tout savoir. Ouais. Peut-être un peu trop curieuse. Et peut-être parfois un peu trop curieuse. Ici, je pense que c'est le côté un peu malsain. Ouais. Et simplement du fait de se dire que parfois, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à complètement déterminer. C'est clair. Et ici, dans le cadre d'un accident de car, est-ce que le chauffeur s'est endormi? Est-ce qu'il a eu un malaise? Alors peut-être qu'une enquête, il y aura peut-être qu'il y aura une autopsie qui va montrer qu'il a eu un accident cardiaque. Enfin voilà. Mais voilà, je pense que il y a des limites, quoi. Mais c'est un peu comme tu vois, c'est tous les nouveaux formats, comme tu dis, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, avec TikTok, avec Facebook, tous ces trucs-là qui veulent un peu du buzz, justement. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce truc-là, de curiosité, justement, qui peut être parfois un peu malsaine? Et qu'est-ce que t'en penses, surtout dans ton métier de journaliste? Mais par rapport à des réseaux comme Twitter et autres, je pense que c'est pas tant la curiosité des utilisateurs que l'outil lui-même qui provoque ça. Ouais. Je lisais un article sur les applis de rencontre, par exemple, où en fait, c'est presque plus le swipe et le fait de faire défiler des profils qui incitent les gens à y rester autant, plutôt que la recherche d'un partenaire. Enfin, on se dit, c'est l'outil lui-même et la technique de pousser à cliquer, de pousser à systématiquement aller chercher la page suivante, de faire défiler. On le voit beaucoup chez les enfants. À certains moments, vous donner un smartphone à un enfant de 5-6 ans, je suis même pas certain qu'il sache exactement à chaque fois ce qu'il est en train de faire défiler. Après, je pense que c'est un problème quand quand ça devient un but en soi. C'est-à-dire que si vous allez par exemple au Parlement fédéral ici à Bruxelles, vous vous rendez compte qu'il y a certains moments où il y a beaucoup plus de députés qu'à d'autres. Ce sont les moments, entre guillemets, un peu importants médiatiquement. Alors, c'est loin d'être je ne généralise pas en fait ici, mais on le voit et ça arrive. Et on sait que par exemple, il y a une série de personnes dans le personnel politique qui va passer plus de temps à essayer de trouver la punchline, le petit buzz, à se filmer ou à se faire filmer pendant qu'il ou elle le dit, pour pouvoir passer la demi-heure qui suit à le publier plutôt qu'à continuer des débats dans un parlement. Ouais, et ça, même, moi j'ai rencontré même encore récemment même des parlementaires eux-mêmes qui s'en plaignent en disant, voilà, il y a les parlementaires qui travaillent, et fort heureusement, c'est encore une majorité, et puis il y a des parlementaires qui sont là pour Insta, pour nourrir leurs réseaux sociaux, pour rester dans une forme de popularité qui n'est finalement pas liée à des compétences ou à un boulot, mais plus à une exposition. Mais ça, je pense qu'il faut faire avec. Voilà, et après, il faut aussi en être conscient. Je suis en train de faire un reportage pour l'instant sur l'agressivité que subissent les élus locaux, donc les élus communaux, échevins, bourgmestres, conseillers communaux. Et j'en parlais avec un bourgmestre récemment qui me dit, oui, sur les réseaux sociaux, on se fait, pardonnez-moi l'expression, mais il me dit, on se fait défoncer, les gens nous insultent. Et à un moment donné, ce qui est un scandale, je veux dire, ce qui est absolument pas tolérable. Et à un moment donné, je lui dis à ce fameux bourgmestre, je lui dis, mais à quel point est-ce que vous considérez que vous avez aussi été élu grâce aux réseaux sociaux?
Et il m'a dit, mais ça, c'est l'énorme problème. Il dit, on s'est tellement exposé, on a tellement utilisé les réseaux pour se faire connaître et pour pouvoir finalement avoir une visibilité qui permet à terme d'être élu parce qu'on est connu. Donc en fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire qu'on joue le jeu des réseaux sociaux, on s'expose beaucoup, et en s'exposant beaucoup, on laisse un peu une place... Voilà, mais moi, j'essaye de m'en extraire un maximum. C'est parfois simplement un outil d'enquête. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, surtout les réseaux plus à l'ancienne, genre Facebook, Facebook, c'est... Alors parfois, au dépend de certaines personnes, parce que comme les gens s'exposent beaucoup eux-mêmes, nous, ça nous donne accès à quelque chose qu'on n'avait pas avant, à savoir une forme de... Même pas forcément de vie privée, hein, mais parfois d'activité de quelqu'un, ou même le fait de retrouver une personne plus facilement. Moi, je me sers des réseaux sociaux, parfois même pour essayer de faire des petits appels à témoins, comme ça, en disant, tiens, au fait, que ce soit dans mon réseau privé ou dans quelque chose de plus... J'utilise, par exemple, tous les groupes Facebook. Oui, c'est ça. Ça m'arrive d'envoyer un petit message à un administrateur en disant, tiens, au fait, vous qui parlez de tel sujet, est-ce que vous pouvez pas relayer une demande de ma part Mais le côté un peu buzz, même parfois un peu pugilat sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est assez éloigné de mon quotidien. Je peux peut-être éventuellement un peu le subir. Oui. C'est-à-dire que quand on fait un sujet qui embête certaines personnes, vous allez toujours avoir des pour et des contre, mais c'est toujours assez léger, je trouve. Pour peu qu'on fasse un sujet qui fait 40 minutes, en règle générale, sur 40 minutes, on a le temps d'expliquer les choses, on a le temps aussi de donner la parole à plusieurs points de vue. C'est-à-dire que, théoriquement, un sujet que moi je traite, s'il y a des gens pas d'accord vis-à-vis de ce sujet, ils seront dans le... S'ils le souhaitent et s'ils ont accepté, ils seront dans le... C'est d'ailleurs une des règles déontologiques, ça n'arrive jamais d'attaquer quelqu'un ad hominem parfois, en disant, voilà, on vous reproche ça, sans qu'on le sollicite pour dire... Répondez-nous, on vous pose la question, vous aurez l'opportunité, à part égale, de répondre à quelqu'un qui éventuellement vous accuse de quelque chose. Donc, le droit de parole. Donc voilà, c'est un peu... Je sais pas si c'est une erreur de ma part ou pas, mais moi j'essaie d'utiliser les réseaux sociaux... oui, et puis comme outil d'enquête. Et de m'en éloigner un peu pour le reste. Peut-être c'est une erreur, hein, peut-être que j'aurais aussi une prise sur un peu d'air du temps, mais j'ai l'impression que c'est très superficiel, très futile. Ça n'a pas d'impact sur ton quotidien journalistique, et que au contraire ça te permet de t'en servir pour tes enquêtes. En fait, il y a pas de, tu vois, c'est l'essentiel, quoi. J'allais dire justement, en tant que coach professionnel, moi la curiosité me parle évidemment, parce que je dois faire preuve moi-même de curiosité. Et au-delà de ça, c'est en partie pour ça que j'ai fait ce métier, c'est-à-dire de pouvoir accompagner des personnes, comprendre un petit peu qui elles sont et qu'est-ce qui se passe dans leur vie professionnelle, pour pouvoir au mieux leur poser des questions, etc. Justement, il y a plein de nouveaux métiers qui existent comme ça, donc que ce soit le coaching, comme moi je fais, mais il y a notamment aussi, je pense aux youtubeurs qui font des enquêtes aussi sur Internet. Il y a plein de nouveaux métiers qui existent grâce à tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'un point de vue de purement ces métiers de curiosité qui existent, ces nouveaux métiers? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors moi, d'emblée, si quelque chose de nouveau, un nouveau phénomène arrive, j'ai plutôt tendance à comment dire, j'aurais pas dire ça, mais je pense que ça c'est une déformation professionnelle, j'ai tendance à m'en méfier. Je suis désolé mais pas mais parce que j'ai vraiment tellement l'habitude de voir parfois le mauvais côté de la médaille. Ouais, bien sûr. Et de voir, mais je me rends compte que c'est un défaut, hein. Je veux dire, je devrais plutôt me dire, tout ce qui est nouveau a un potentiel. J'ai tendance à, mais ça c'est vraiment une déformation professionnelle. J'ai tendance à me dire, à quel moment est-ce que dans cette nouveauté qui a l'air formidable, hein, je veux dire, et ça je peux en convenir, à quel moment il y a quelque chose qui va déraper. Alors, c'est vraiment une déformation, et c'est quelque chose que j'essaie parfois même de combattre. Bien sûr. De me dire ce côté un peu méfiant du tout. J'ai tendance, au lieu de curieux, j'aurais pu dire méfiant, mais c'était moins positif pour un podcast sur la méfiance. La méfiance. Aujourd'hui, on va évoquer la méfiance. Mais
Et simplement parce qu'on constate aussi les dérives. Ouais, bien sûr. Tu parlais de YouTube. Moi, je vois, par exemple, dans ce que regardent mes enfants sur des produits qui sont fabriqués pour YouTube, pas le film qui a été fait il y a 20 ans. Et vraiment des choses qui sont fabriquées pour YouTube. Ouais. Je vois je vois aussi des choses formidables et des choses stupides. Ouais. Alors je pense qu'au volume, c'est vrai. Il y a plus de choses stupides, mais ça c'est peut-être aussi un prisme personnel. Mais je vois des choses formidables. Moi je sais que je vois parfois des formats. Alors moi je pense que ça ne révolutionne rien. C'est-à-dire que, y compris des choses que je vois sur YouTube que je ne vois plus à la télé ou que je ne vois pas à la télé, je ne vois rien qui révolutionne complètement l'audiovisuel. Je trouve que c'est souvent des vieilles formules un peu remises au goût du jour. Ouais, bien sûr. Au début, c'était surtout une question d'authenticité, je pense, parce que c'était justement un nouveau format YouTube, machin, c'est très authentique, c'est un peu fait maison, entre guillemets. Maintenant, c'est vrai que ça reprend quand même pas mal les codes de la télé, hein, on va pas se mentir. Oui, et puis je trouve que l'accessibilité technique, financière, ça par contre, je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce chouette. que ça donne accès à beaucoup de gens. Ouais. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont quelque chose de très intéressant à dire et où c'est pas le cas. Mais bon, ça c'est la démocratie. Les gens peuvent s'exprimer. C'est la liberté d'expression. Oui, et puis ceux qui sont en face de leur ordi ou de leur smartphone sont aussi l'opportunité de ne pas regarder. Voilà, c'est simplement ça. Si on parlait sur les tendances de métier, tu parlais de ton propre métier sur le métier de coaching, on voit bien que ces quelques dernières années, il y a une explosion des petites plaques sur les façades, coaching en tout genre. Moi, j'ai même pu enquêter sur le sujet. C'est clair. C'est vraiment... en fait, comme on voit que ce sont des milieux qui ne sont pas régulés... Oui, c'est ça. Que c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dérives. Alors je ne dis pas qu'il faut une régulation pour tout. Sur le net, par exemple, on parle de YouTube, mais globalement des réseaux sociaux. Ouais. On voit bien que ce serait intéressant qu'il y ait un peu une forme de régulation, mais en même temps, à quel moment est-ce que ça ne bride pas un peu la liberté d'expression ? Oui, je suis d'accord. Est-ce que le fait de devoir systématiquement s'identifier pour aller voir un contenu... Est-ce que c'est souhaitable que Meta ou d'autres sachent exactement quelles sont toutes nos habitudes ? C'est vrai. On parle dans le métier de coaching. Est-ce que ça doit être à ce point verrouillé pour que quelqu'un qui ait une expérience professionnelle de 40 ans et pourrait éventuellement en faire profiter beaucoup de gens, ne le fasse pas parce que c'est très verrouillé. C'est ça. Après, c'est aussi l'importance des mots. C'est-à-dire que à un moment donné, certains mots échappent même à ceux qui ont une pratique sur le mode coach. Ouais, complètement. Je veux dire, moi, j'ai fait l'expérience, je suis officiellement coach de vie en ayant fait une formation de 20 minutes sur le net à 90 €. C'est ça. Là où toi, tu as fait des heures et des mois de formation certifiée. Exactement. Mais voilà, ça c'est vraiment le débat entre une régulation un peu stricte, c'est ça, et un milieu qui est complètement qui ressemble au Far West, quoi, où il y a vraiment pas de règles, quoi. Je suis un peu d'accord avec toi. Enfin, en fait, c'est ça. Moi, où je suis un peu mitigée, c'est que il y a plein de choses que je trouve intéressantes, et notamment sur la liberté d'expression et sur. Tu vois, je suis un peu sceptique par rapport à certains diplômes qui sont donnés à des personnes et qui, au final, font mal leur métier, tandis que t'en as d'autres qui n'ont pas forcément de diplôme, qui font un métier extraordinaire. Enfin, voilà, c'est toujours dans cette idée de... Je trouve ça chouette parce que chacun sa chance, parce que chacun peut être écouté, parce que t'as pas besoin d'avoir du matériel de ouf et que tu peux faire quelque chose de super. Mais effectivement, c'est aussi la porte ouverte à plein de dérives de manière générale, que ce soit dans mon métier, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit, enfin, tous ces nouveaux métiers. Et je suis d'accord avec ça. Après, comme tu dis, est-ce qu'il faut réguler ou pas ? C'est un débat un peu sans fin, quoi. Après, moi, je me dis ce qui est important. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est important pour mon métier, parce qu'après, il n'y a pas que ce que je pense dans ma tête, il n'y a pas que ma propre morale. Ça, c'est autre chose. Moi, dans mon métier, je donne pas mon avis non plus complètement, même pas tant que ça. J'essaye vraiment de rester la tête froide, un peu au centre.
je me dis que dans toutes les pratiques, il faut voir à un moment donné s'il y a des personnes qui sont victimes ou non de ces pratiques. Ouais. Alors pour moi, la victime d'un coaching déviant, par exemple, ça pourrait très bien être quelqu'un à qui on demande beaucoup trop d'argent pour ce qui sera peut-être un non-résultat. Ouais. Pour moi, c'est déjà une victime. Complètement. Donc là, c'est là où se situe le problème. Alors on voit bien, alors évidemment, c'est pas ton cas, mais on voit bien que le coaching, par exemple, s'est invité dans tout un volet qui était plus spirituel et ésotérique. Quand on commence à demander 100 € pour une demi-heure d'accompagnement spirituel, alors moi, cet accompagnement spirituel, à titre personnel, j'ai un avis là-dessus qui est assez tranché, mais on s'en fiche de mon avis. Moi, je me dis, si cet accompagnement spirituel fait effectivement du bien à la personne, qu'elle n'est victime de rien et qu'il n'y a pas un abus de confiance et qu'il n'y a pas le fait de multiplier des séances qui vont coûter de l'argent. C'est un peu ce côté un peu abus de confiance ou abus de faiblesse, je sais pas comment on peut différencier les deux dans ce cas précis, mais et quand on parle par exemple, c'est pas pour taper sur YouTube, mais sur la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux globalement, sur le fait qu'il y ait des techniques mises en place par ces réseaux pour inciter le spectateur, l'internaute à rentrer dans une spirale de consommation. Voilà, je trouve qu'il y a un petit abus. Mais c'est très complexe sur ces sujets-là. Sur le sujet du coaching, par exemple, pour moi, c'était vraiment très compliqué parce que je me rends compte que et des tas de professionnels du milieu dénonçaient les mêmes choses que moi. En me disant, mais à partir de quel moment est-ce qu'on va mettre quelques règles dans ce milieu? En fait, c'est très difficile d'évaluer qu'est la limite finalement entre tout ça, tu vois, où est-ce qu'il y a la limite entre le éthique, le pas éthique, entre le sain, le malsain, l'abus de confiance ou pas. C'est vrai que quand c'est pas régulé, c'est très compliqué d'évaluer la limite. Mais je pense que c'est aussi une question de frontières, c'est-à-dire que dans le cadre de mon reportage, j'ai par exemple eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est coach au sein de l'armée. Ce qui est très nouveau pour l'armée. L'armée, je pense que le coaching, on aurait dit ça il y a 10 ans, je pense même qu'ils en auraient ri. Et ici, en fait, ce coach en question, qui est un militaire à la base, et puis qui s'est formé. Donc oui, c'est vraiment... je vois peut-être de qui tu parles. C'est probable. Et en fait, moi, je comprenais pas bien le concept, et il me dit, mais non, voilà, il dit à l'armée, c'est une structure très rigide, où les gens sont vraiment... S'il y a bien un endroit où les gens sont dans des cases, ils ont même un nom, un grade... Et il y a parfois des gens qui veulent un peu évoluer, avoir d'autres opportunités de carrière au sein même de la défense. Bien sûr. Et je lui parlais de ses limites, justement. Et il me dit, ah, mais moi, je suis pas le psy de l'armée. Il dit, il y a des psys. Et oui, exactement. Donc, il y a le travail des psys, le travail des coachs. Mais c'est encore autre chose. Il dit, alors, c'est parfois perméable, ces frontières, parce que ça s'appelle de la collaboration. Mais comme ça peut être de la collaboration avec les ressources humaines de l'armée aussi. C'est ça, Et lui me disait, voilà, moi, tant que mon rôle de coach à l'armée est défini, et que dès que ça pourrait devenir, à un moment ou à un autre, quelque chose qui va vers plutôt le côté psychologique, il dit, ben non, ça, c'est un champ de compétences qui n'est pas le mien. Sachant que, par ailleurs, il y a aussi des coachs qui ont une formation de psychologue. Alors ça, c'est encore différent. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller sur des terrains... C'est ça. Mais effectivement, à partir du moment où il n'y a pas... Pour l'instant, il n'y a pas de règles du tout, non. En fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Les règles sont en train de s'établir, mais petit à petit, et malheureusement, pour l'instant, il y en a plein qui profitent de ce non-règle, justement. Mais tu vois, c'est comme à l'époque, entre la frontière entre l'ostéo et le kiné. Tu vois, c'est pareil, ça a fait débat pendant des années. Oui, ostéo, mais c'est pas un vrai métier, et machin et tout. Maintenant que ça commence à être reconnu, forcément, il n'y a plus le même discours, tu vois. Oui, mais sauf que c'est un très bon exemple, parce que, par exemple, je pense que du côté de l'ostéopathie, on va revenir en arrière. Oui, parce qu'il y a des grosses dérives. Voilà, il y a d'énormes dérives, surtout en France pour l'instant, autour de l'ostéopathie, parce que c'est moins régulé que la kinésithérapie. Mais ça, après, je trouve que à partir du moment où il y a une envie ou en tout cas il y a une volonté de réguler du milieu lui-même. C'est ça. Et en face de certains pouvoirs publics, parce que ça peut pas se faire, le milieu peut pas
que se réguler lui-même. Non, à un bien moment, sûr. il va falloir faire reconnaître des choses. C'est ça. Je veux dire, le fait qu'il y ait des petits allées et venues en disant, voilà, peut-être que parfois on met des règles qui sont trop strictes et puis on les assouplit un peu et on y va un peu, mais au moins qu'il y ait une volonté. C'est ça. Mais objectivement, je pense que sur le terme de coaching, je pense que c'est horrible à dire, mais je pense que c'est un peu foutu. Moi, je me demande même à quel point il faudrait pas trouver encore un nouveau terme. Eh ben, en France, ça commence à être Oui, là, reconnu. oui. Ouais. En France, là, ils sont en train de, par la RNCP, il me semble, de reconnaître les diplômes de coach, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a une avancée. Après, effectivement, le terme c'est tellement fourre-tout que maintenant, oui, comme tu dis, c'est limite, il faudrait changer le nom, quoi. Mais bon. Bon, après, voilà, moi, j'ai enquêté là-dessus, mais sur tout ce qui était plutôt les dérapages, on va dire, et les déviances. Bien Voilà, sûr. je suis pas non plus complètement spécialiste du coaching en entreprise. Oui. Ça m'a d'ailleurs été reproché par beaucoup de gens de ne pas plus montrer ce qu'était le véritable coaching avec agréé, avec des gens formés. Bien sûr. Voilà, alors on a pu le montrer. Oui, après ça a été montré un petit peu quand même, mais voilà. L'idée c'est de dire, de toute façon, il peut y avoir des dérives dans tout tant que c'est pas assez régulé. Oui. Et effectivement, voilà, le coaching, il y a tellement de tout et de n'importe quoi que voilà, l'idée c'est aussi d'avoir une certaine éthique. Comme tu disais toi dans ton métier de journaliste, c'est de se dire ok, j'ai du bon sens, j'ai une certaine éthique. À quel moment je peux blesser des gens? Et même nous, en tant que coach, je sais que ça altère notre pratique parce que, forcément, quand t'as des personnes, moi j'ai des amis qui sont venus me voir et qui m'ont dit oui, moi je veux pas faire oui, moi je voulais faire ton métier, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Je lui dis mais t'as essayé, mais tu t'es formé pour faire ça? Non, je me suis pas formée, mais en même temps, tu vois, coaching professionnel. En même temps, j'ai été recruteur, j'ai été professionnel, machin. Donc je me suis dit qu'aider les gens, c'était peut-être une bonne idée. Donc du coup, j'ai voulu essayer. Oui, mais si tu t'es pas formé et que tu connais absolument aucune règle d'éthique justement sur le sujet et que tu ne sais même pas comment, tu n'as pas les clés pour accompagner ces personnes-là, bah forcément. Donc c'est aussi ce truc-là, même pour notre métier, ça a des conséquences et ça altère aussi un peu ce qu'on pourrait faire en accompagnement et c'est dommage, quoi. Mais je pense que c'est un des problèmes, c'est qu'on est dans une société où on est de plus en plus centré sur soi-même. Ouais. Mais sur le coaching, moi en enquêtant, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. C'est-à-dire qu'il y a souvent les gens qui le font pas bien ou qui le font... je vais pas dire avec de mauvaises intentions, parce que j'en ai quand même recroisé peu, mais... Non, bien sûr. Mais en tout cas, qu'ils le font un peu n'importe comment. Ouais. Le discours, c'est souvent « il m'est arrivé quelque chose ». Je veux faire ça, je veux changer d'activité. J'avais un travail plus classique, plus traditionnel. Les confinements ont aussi chamboulé pas mal les gens sur leurs aspirations. Et donc, je veux faire quelque chose de différent. Et donc, je vais accompagner d'autres personnes. Oui. C'est beaucoup de jeu, en fait. Alors que c'est un métier de service auprès des autres. J'ai aussi rencontré, par exemple, un ancien médecin retraité qui se dit... J'ai passé ma vie à soigner les gens, à me mettre au service de mes patients. Et donc, je me forme en coaching pour me mettre au service Donc, lui me parlait d'autres personnes, me parlait des personnes qu'il allait accompagner. On se dit, c'est vraiment ce côté... Quand il y a un côté égocentré, y compris même sur sa propre expérience, où on se dit, ah, moi, j'ai connu le burn-out, je me suis sorti du burn-out, donc je vais devenir coach pour aider les gens à sortir du burn-out. Oui, c'est... C'est pas, je suis pas certain que ce soit la démarche la plus, comment dire, la plus saine, simplement. Comme tout ce qui se passe avec la vente de formation, où des personnes sont douées dans un domaine et se disent directement, je vais en faire des formations, mais au final, on le sait qu'il y a plein de personnes qui font ça, qui le font essentiellement pour elles-mêmes et pour l'argent. Mais voilà, c'est tout un truc, oui. C'est, voilà, où sont les limites, je suis complètement d'accord. Et puis de se dire qu'on a un métier potentiellement qui est pas régulé, donc on va pas vous demander de compte, où vous ne devez faire aucun effort pour pouvoir vous former, et où potentiellement on vous dit, et je pense que ce n'est pas forcément la réalité, mais on vous dit que vous allez potentiellement pouvoir gagner beaucoup d'argent. Je peux comprendre que ça tente beaucoup de gens. On se dit, tiens, voilà, je dois pas me former. Du jour au lendemain, je peux visser une plaque sur ma façade et commencer à recevoir des gens et leur demander entre 60 et 90 euros de l'heure.
C'est vrai, voilà, ça fait rêver. Ça fait un peu rêver. Je pense que c'est complètement un fantasme voilà. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que certaines personnes dérapent bien dans certains domaines. C'est parce que si c'était si facile, bien sûr. Ben comment? Ben ça se saurait. Ça se saurait, mais oui, complètement. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté accessibilité en se disant parce qu'il y a autant, je trouve qu'il y a une forme d'individualisme qui se développe et qui est même, à mon sens, un peu inquiétant. On pense plus qu'à soi, mais ça, c'est aussi le fait que le monde est complexe et de plus en plus difficile, surtout là, maintenant. Et l'individualisme, et alors un côté aussi immédiateté, c'est-à-dire un peu un côté tout de suite. Ce dont les réseaux sociaux participent aussi, effectivement. Un côté, on veut quelque chose maintenant, tout de suite. Bien sûr, ouais. Sans forcément d'effort, alors se dire voilà, moi j'ai une expérience de quelques années et je me dis toute cette expérience là du jour au lendemain fait que je peux commencer à donner mon avis, à former, bien sûr. Je trouve qu'il y a un côté dangereux en fait, tout simplement. Ouais, complètement. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Alors moi j'ai quelques questions de fin. Quelques questions coaching. Bon, on a un peu dérivé, mais c'est pas grave. J'adore quand ça dérive. Qu'est-ce que tu as appris sur ta propre perception de la curiosité ? J'ai appris déjà que je me suis rendu compte que j'ai pu en faire un métier, ce qui est quand même pas rien, en me formant en respectant des règles. J'ai appris que j'ai la certitude que ça n'est pas un défaut. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est clair. Et tu en as fait une force. Oui, puis j'ai appris que ça pouvait aussi être un moteur de beaucoup de choses, et un motif de réjouissance et de partage. Complètement. Je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant. Je l'expliquais plus tôt, mais moi j'ai par exemple l'habitude de travailler en binôme avec un réalisateur. Le fait qu'on ait une curiosité partagée sur certains sujets, c'est parfois encore plus stimulant finalement. C'est clair. Et c'est pas pour rien qu'il y a toute une série d'activités que les gens aiment faire en groupe, quelle que soit la passion. C'est clair. Je pense que pour certaines personnes, c'est inenvisageable de faire de la randonnée tout seul, par exemple, et que c'est le fait de pouvoir le partager avec d'autres. Oui, c'est vrai, c'est intéressant. Et je trouve que ce côté curiosité, c'est quelque chose que moi j'espère partager, et je trouve que c'est un moteur à la fois dans ma vie privée, mais dans ma vie professionnelle, évidemment, forcément. Cool. J'adore. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui souhaite développer sa curiosité, justement, peut-être ? Ça, je sais pas si on peut, je sais pas si ça s'apprend, en fait. C'est inné. Mais pas que. Je sais, par exemple, on a l'habitude de dire, par exemple, pour la lecture. Ouais. À l'ancienne, des livres. On a l'habitude que c'est en le faisant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire, en fait, ils ne lisent pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, et de nouveau, on en revient à ce côté immédiateté tout de suite. Je pense que parfois, il y a certaines personnes qui, c'est en mettant le doigt dedans, simplement. C'est ça. Et je pense que parfois, pour certaines activités, se forcer un petit peu. Ouais. Je trouve que parfois ça a du bon. Ouais. On le voit avec. Je veux dire, c'est souvent même comme ça qu'on éduque des enfants. Peut-être de moins en moins d'ailleurs. C'est peut-être ça le problème, mais c'est de dire, mais non, vas-y, force-toi. C'est ça. Sinon, sorte de sa zone de confort. Ouais, c'est ça. On peut dire non à beaucoup de choses. Voilà. Je sais pas, c'est un film dont on vous parle et de prime abord, vous dites non, ça m'intéresse pas du tout. Ouais, complètement. Et parfois, il faut se forcer quelques minutes. Ouais. Si on prend des choses plus actuelles, mais je pense qu'on l'a tous vécu. Une série télé, par exemple. C'est ça. On regarde au début, on se dit tiens, oui, bof, pas top, et puis pour peu qu'on reste 20 minutes. Pourquoi pas finalement. Et puis on finit par regarder 2 saisons en une nuit. C'est clair. Parce qu'on se passionne. Mais complètement. Je trouve que c'est de la curiosité. Alors effectivement, je pense qu'à la base, elle doit être un peu là, mais parfois un peu, ouais, c'est un peu se forcer à s'intéresser à quelque chose. Ouais.
Mais c'est aussi le conseil que je donnerais finalement aux gens qui nous écoutent, parce que moi j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent et qui sont dans une démarche de trouver un peu sa voie ou de tout simplement être en transition professionnelle, etc. Et je trouve que la curiosité c'est intéressant justement pour savoir qu'est-ce qui me plaît, quoi. Si t'es pas curieux, tu peux pas forcément savoir ce qui te plaît en fait dans la vie, quel domaine te passionne, mais même au-delà du domaine, qu'est-ce qui te passionne à côté de ton travail. Enfin, tu vois, c'est toute cette curiosité que moi, forcément, j'avais pas spécialement quand j'étais plus jeune. J'ai jamais été quelqu'un de très curieux, finalement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez solitaire et tout ça. Et avec le temps, je me rends compte à quel point c'est important, en fait, de l'être. Pour découvrir qui on est, en fait. Oui, puis je pense que se forcer un minimum, ça... Ouais. En fait, on peut... Au pire, on a une bonne surprise. Voilà, c'est ça. Et moi, franchement, dans mon métier, j'ai tendance à essayer de rencontrer des gens passionnés. C'est quelque chose qui est très télégénique, finalement. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que c'est rarement une espèce de vocation chevillée au corps. Bien c'est sûr. parfois des circonstances qui font que... C'est vrai, c'est vrai. J'ai rencontré un jeune homme qui fait de l'analyse de sol, donc de pollution. Okay. Ouais. Qui a 25 ans et dont je me rends compte qu'en fait, au départ, c'était pas du tout ce qu'il envisageait. Et puis en mettant le doigt dedans, l'obligation de devoir trouver un travail. Et puis ça, les choses viennent par elles-mêmes. Exactement. On parlait de politique tout à l'heure. J'ai rencontré un bourgmestre dont le parti lui a un peu forcé la main pour se présenter aux élections fédérales. Ouais. Il est allé vraiment avec des pieds de plomb à reculons. C'est un élu d'une commune rurale du fin fond de la province de Namur. Même le fait de faire les allers-retours à Bruxelles lui déplaisait. Aujourd'hui, je pense que c'est un des députés fédéraux les plus passionnés que je connaisse parce que il connaissait pas. Et puis c'est c'est en faisant qu'il se rend compte que ça lui plaît. Voilà, et je pense que c'est fou. Dans la vie, et même pas que professionnelle, il faut rester je pense qu'il faut rester ouvert, c'est important. Ouais. Voilà, et simplement pour se laisser l'opportunité d'être surpris à un certain moment, de se dire tiens, j'y pensais pas. Moi, j'ai aussi rencontré récemment quelqu'un qui allait vraiment pas bien. Et on se rend compte qu'en fait, c'est parce que c'est quelqu'un qui est seul. Et on se dit, mais non, essaye de trouver des activités qui te mettent en contact avec d'autres gens. C'est ça. Et je parle à cette personne et je dis, au bout de ta rue, il y a du chant choral. Il y a des gens qui se rassemblent 2 fois par semaine, carrément. qui vont faire du chant. Ouais. Et la personne que j'ai en face de moi, elle me dit, qu'est-ce que j'en affiche du chant choral? J'en ai rien affiche, c'est pas mon truc. Et puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé, elle se dit bon, c'est con, je vais aller voir. Ça fait des années, et maintenant c'est des tournées en Belgique. C'est dingue. Parce que c'est difficile de le savoir à l'avance que ça peut procurer. Exactement. Donc c'est vrai, je suis complètement d'accord. Merci, c'était un beau conseil. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis vous aussi, chers auditeurs, êtes-vous curieux? C'est la question du jour. Et à quel moment votre curiosité vous a-t-elle ouvert une porte inattendue? N'hésitez pas à partager tout ça en commentaire si vous avez évidemment envie de cultiver cette curiosité, de l'utiliser pour bâtir une carrière qui vous ressemble, qui est alignée avec qui vous êtes, mais surtout de découvrir, tout simplement de vous découvrir, de découvrir vos passions. Je vous invite à me contacter pour une séance de coaching personnalisée. Toutes les infos sont en barre de description. Moi je vous dis à très bientôt, merci d'avoir écouté Effet d'Optique et à mardi prochain.